aussi très généreux, la preuve, ils sont là ce soir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents ce soir pour ce bel anniversaire, 15 ans de l'association Vivre avec le CED. Alors je vais appeler ici à table Monique Vergnol, qui est la présidente de l'association. Je vais appeler Alice, qui est la vice-présidente de l'association. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Roland Jousseau. Venez avec nous, professeur. Il est là. Et puis nous aurons également à cette table-là Élodie Vlamin, qui est orthésiste de profession. Nous ferons connaissance avec elle tout à l'heure. Merci, professeur, d'être venu. Ça a été vous savez, nos amis nancéens, ils mettent toujours plus de temps que pour venir à Metz que nous pour aller à Nancy. Merci, professeur, d'être là. Je commence à... Nous avons discuté un petit peu avant. J'ai tout de suite senti que je pouvais aller dans la blague et dans quelques petites plaisanteries, puisque cette soirée, mesdames et messieurs, se veut aussi joyeuse, festive, comme le sont la présidente et la vice-présidente. Ce sont des gens que j'ai rencontrés il y a 3 semaines et leur enthousiasme m'a scotché. Voilà. Merci, on les applaudit bien fort. Alors, je démarre un petit instrument qui s'appelle un timer, parce que je suis aussi gardien du temps. Si vous le voulez bien, je vous propose de découvrir nos invités pendant environ 3 petits quarts d'heure, et puis après, nous aurons également un quart d'heure où vous pourrez intervenir, poser les questions que vous souhaitez, sachant que, bien entendu, Madame la Présidente et son association seront disponibles après le deuxième passage de nos amis musiciens, pour répondre à vos questions, et puis on parlera de leur site internet. Et si vous n'arrivez pas à avoir un petit peu de temps avec elles deux aujourd'hui, eh bien elles seront disponibles, puisqu'elles bougent beaucoup pour aller, j'allais dire presque porter la bonne parole. Enfin, en tous les cas, faire savoir. Voilà, ça c'est très important. Et puis dans mon rôle, un des rôles qui me permet d'avoir un cachet monumental pour la soirée, c'est de... Pourquoi vous rigolez? C'est vrai, je vous jure. C'est de remercier tous les partenaires. Alors, je vais faire très vite. Je vais excuser le député Belkir Belhaddad. Pour lui, je ne touche rien, donc ça va aller très vite. Allez. Je veux remercier l'Aérogare et toute son équipe, Hervé à la tête de l'Aérogare, ainsi que notre ami Davy qui est à la régie. Je veux remercier Jean-Christophe Fraisse, photographe de cette soirée, la ville de Metz, Madame Yvette Masson-Franzil, qui représente Monsieur Grandidier. Madame, vous êtes peut-être là. Voilà, merci Madame de votre présence et de représenter Monsieur le maire de Metz. Je veux remercier Novatex Médical. Je veux remercier l'usine d'électricité de Metz, Monsieur Denis Bettinger, qui est également le président d'une magnifique association qui s'appelle Raphaël. Merci, mon ami Denis, d'être des nôtres. Mon autre ami, j'ai des potes ce soir, c'est bien. Stéphane Ledecker de Direct FM, je ne l'ai pas vu, mais on remercie fortement la radio numéro 1 des Messins. Je remercie Radio Jéricho, je remercie le Républicain Lorrain, France Bleu, mon ami Patrick Scharf, Modèle TV, France 3, Cosmo Communication, Les Bouchons Bonheur, l'orthopédie Vlaminck, l'AEA de Peltre, l'association familiale de Peltre, la NAT Arsoise, le Lions Club de Verny, Benoît Système, Cora Moulin, la Poêlée à Marly, Leclerc à Marly, Agexor, Selima, Catherine Thuillier, et puis RPL Radio. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Je reste avec vous. Voilà. Alors, merci donc de votre présence à toutes et à tous. Monique, prenez le micro qui est devant vous, si vous voulez bien. Je voudrais simplement, pour ceux qui ne connaissent pas votre association, que vous nous rappeliez comment est née cette structure que vous avez montée pour, j'allais dire, combattre le syndrome d'Ehlers Danlos. Eh bien, l'association, elle est née suite au diagnostic posé chez Alice et chez moi en même temps, en fait,
grâce à un tout jeune kiné qui sortait de l'école de Belgique. Et c'est sa maman qui encaisse les entrées là-bas, elle est bénévole pour nous. Donc Monique, si t'es par là, voilà. Ton biquet n'est pas là, mais... Et donc Mathieu, il a fait ses études en Belgique, il commençait à exercer. Et nous, on était dans la galère depuis des années, moi-même à mon niveau personnel, et naturellement Alice, sans savoir ce qu'on pouvait avoir comme maladie. On pensait même pas qu'on avait une maladie. Pardon, mais qu'est-ce que c'est être dans la galère? Expliquez-moi. C'est aller chez le médecin tout le temps, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On a mal, on est fatigué. Alice avait des maux de ventre, elle avait une peau fragile, de l'eczéma, elle était fatiguée pour son âge, c'était pas normal, elle dormait tout le temps. Elle n'était pas concentrée à l'école, l'école me disait Alice ça va pas, il y a des problèmes. Et franchement, quand on est maman, alors après on était séparés du papa et on m'a mis ça sur le dos, on a dit... Mais c'est dans la tête. Voilà, c'est dans la tête parce que papa est parti et ainsi de suite. Et on a connu tout en fait. Et puis franchement, le jour où on a rencontré Mathieu, on est allé pour une entorse qui ne solutionnait pas. Moi, j'avais essayé de le remettre en place parce que par rapport à Alice nous racontera ça tout à l'heure, voilà. C'est assez. Ouais. Et donc, on est arrivé chez Mathieu. Mathieu a fait le tour du propriétaire d'Alice. Il a dit voilà, et il s'est dit il y a autre chose qu'une entorse. Moi, je pense qu'il y a autre chose. Donc, il a eu le bon réflexe en fait. Hein. Et il nous a envoyé. Alors, à l'époque, il n'y avait pas grand monde. C'était en 2006. Le professeur Josso n'était pas à Nancy. Ça m'étonne pas. On va se marier avec le professeur ce soir. Et donc du coup, on est allé voir un professeur que tout le monde connaît et que sans ce professeur-là, il y aurait pas, je ne serais pas là. Élodie, tu ne serais pas là non plus peut-être. Et c'est le professeur Claude Amonet. Alors, on est obligé de le citer. On peut pas passer. Claude Amonet. Voilà. Donc c'est un monsieur qui était professeur en médecine physique et réadaptation au CHU Henri Mondor. C'est lui qui s'est penché sur le scène, c'est lui qui l'a mis au grand jour. Et à l'époque, il n'y avait que lui. Donc, Mathieu Brignone, qui s'était penché sur notre problème, nous a dit il faut aller à Créteil. Donc, on y est allé, on a contacté le professeur Amonet, on a été reçu. Et quand il a fait l'examen clinique d'Alice, il a confirmé le syndrome parce que le diagnostic se pose cliniquement. Pour l'instant. Avec tout un tas d'examens. Pas spécialement la version hypermobile, c'est la version la plus courante. Et je ne vais pas me faire disputer par M. Josso. La version hypermobile, il n'y a pas de gène identifié. Donc le diagnostic reste sur un tableau de symptômes. Voilà. Et donc c'est ce que le professeur Claude Amonet a fait. Et naturellement, quand je lui ai parlé de mes problèmes de santé qui dataient des années et des années où j'ai perdu mon travail, j'ai tout perdu à l'époque. Hein. Sur lequel vous ne mettiez pas un nom? Mais non, parce que moi je me suis retrouvée pratiquement à la rue parce que je ne pouvais plus travailler, je n'avais plus d'argent, je souffrais énormément et personne ne trouvait ce que j'avais. Et j'ai compris tout de suite, quand j'ai regardé les symptômes, j'ai dit c'est oui. Quand il m'a dit que c'était héréditaire, j'ai dit j'ai compris, voilà. Monique, quand vous dites que vous souffriez de quoi? De douleurs partout, de douleurs dans les membres, dans les jambes, dans les bras, une fatigue intense qui ne répondait à aucun traitement. Et je dormais tout le temps et je ne pouvais plus. J'étais commerciale à l'époque, alors il paraît que je parle tout le temps, c'est vrai. Donc je rendais bien. Vous pourriez animer une soirée. Voilà, je pourrais vous remplacer. Si vous ne savez pas quoi faire, je peux vous remplacer si vous voulez partir. Hein. Et donc j'ai dû laisser. Voilà, moi j'étais pas du tout feignante, on m'a traité de feignante, mais ça m'a choquée. Parce que moi, mon but c'était de travailler et je ne pouvais plus. Et donc du coup. Et puis il y a ce que j'appelle aussi les dégâts collatéraux, puisque le médecin traitant qui est le premier endroit où on s'arrête pour essayer de chercher à comprendre, mais il y a aussi les dégâts collatéraux, les amis, la famille, l'entourage professionnel. Complètement. Plus personne. Et puis le médecin traitant, il en a marre. Le médecin traitant en a marre de nous voir. Encore vous. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais machin. Et vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème? Vous pourrez voir un psychologue ou un psychiatre. Et c'était toujours comme ça. Et pour Alice, on m'a dit que c'était moi qui la rendais malade. Donc aujourd'hui, on accuse les mamans, c'est très important ce que je vais vous dire, de syndrome de Munchausen par procuration. C'est très grave. À l'époque, on n'en a pas parlé. Mais en fait, c'est une maman qui va rendre son enfant malade pour le soigner, pour aller dire à l'hôpital, voyez que je soigne bien mon enfant. Mais ça, c'est psychiatrique, ça se trouve, on peut faire une expertise médicale. C'est double peine pour la maman. Exactement. Hein? Voilà. Et donc, du coup, c'est une catastrophe, en fait. Et quand on a le diagnostic, c'est un soulagement. Naturellement, il y a beaucoup de patients qui sont là ce soir et je suis vraiment ravie de vous avoir. J'aurais préféré pas vous connaître, on est d'accord? Ça voudrait dire que vous ne seriez pas malade.
Mais bon, vous êtes là. Donc, mais moi, je me dis qu'en fait, on a tous, si vous les interrogez tous, on va tous avoir le même parcours. C'est un soulagement d'apprendre enfin le nom. Alors, oui, on a un mot à mettre. Voilà, vous êtes consciente que vous êtes porteuse d'une solidarité, vous le disiez vous-même, il y a des gens dans la salle oui, parce qu'on essaye, nous, d'apporter, si vous voulez, vous m'avez posé la question de la création de l'association. On a mis 1 an et demi à digérer quand même ce diagnostic, parce que c'était lourd. Alice a fait une grosse crise post-diagnostic, elle n'a pas marché pendant 2 mois après le diagnostic, c'était très compliqué, elle était bloquée de partout, elle n'a pas pu être scolarisée, on a eu des gros problèmes à l'école où on a été mal prise en charge par l'équipe pédagogique, ça a été terrible, il y a eu du harcèlement par les professeurs, par la directrice du collège, par les gamins. Donc il a fallu se battre contre ça, et puis quand on a vu que ça n'avançait pas, moi je ne pouvais plus reprendre de travail, parce qu'elle avait besoin de moi, et je me suis dit, je ne peux pas rester sans rien faire, moi je suis quelqu'un apparemment d'hyperactif, on m'a dit ça, je sais pas, il paraît. C'est peut-être pas faux, le peu que je vous connais. Et du coup, quand on a réfléchi, on a rencontré des gens qui ont voulu nous aider financièrement, naturellement on ne voulait pas l'argent pour nous, c'était hors de question. Et bien on s'est dit, on avait un chèque à l'époque, on nous a remis, on a créé une association pour déposer le chèque sur le compte et on est parti. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on pensait rester, mais Nancy, allez, voilà, voilà, c'était tout. Peut-être Strasbourg et encore, on n'avait même pas imaginé. On va donner la parole un petit peu à Alice. Juste encore une petite remarque de ma part. Molly, presque votre bonne humeur vous aurait porté préjudice. Complètement. Encore on vous voit jovial, on vous voit souriant. Moi, quand je suis reparti de notre premier rendez-vous, j'ai été scotché. Mais oui. Tellement vous êtes belle, tellement vous êtes rayonnante. Parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de pleurer en fait. Oui. On pleure chez nous. Moi, quand je suis là, il y a 2 Moniques. Il y a la Monique à la maison qui en a marre de tout, qui en a marre que les gens ne lui répondent pas, qui en a marre que ça n'avance pas comme il faut, qui en a marre d'avoir mal, de se coucher à 20h le soir. Et puis, aujourd'hui, j'ai mis mon habit de présidente, et je suis là. Alors après, je vais être cassée pendant plusieurs jours, c'est normal. Mais je suis là, j'ai pas envie de... Vous n'êtes pas venus là. Il n'y a pas de misérabilisme. Non. Et puis d'abord, les gens sont pas venus pour me voir moi, ils sont venus pour voir Elodie et le professeur, parce qu'il est injoignable des fois. Alors. Oui, il est là, donc on va le garder. Il est messin ce soir. Pour une fois, on est là. Voilà. Donc ils sont pas venus pour moi. Mais nous, en effet, c'est pas l'image qu'on veut donner. Nous, on veut donner l'image d'aider les autres, de leur expliquer comment on peut s'en sortir. Même si on ne guérit pas, mais comment on peut trouver des trouver un médecin ou un kiné ou un ergothérapeute. Et puis, c'est ça. En fait. Avant de passer la parole à Alice, je crois que je peux me faire le porte-parole de tout le monde. On est assez surpris, interloqué, choqué, heureux. Je mettrai plein de qualificatifs à votre démarche, parce que vous auriez pu vous enfermer dans ce monde qui vous restreint, avec toutes les complications qu'il y a, au lieu de ça, vous enfilez votre costume, vous mettez un grand sourire, et vous allez dans les écoles, vous allez partout. Mais c'est justement pour ces personnes qui ne peuvent pas faire la même chose, qui sont isolées socialement. On en a beaucoup qui ne sortent plus de chez elles. Il faut quand même, pour les personnes qui n'ont pas le syndrome, savoir que des troubles, Elodie en parlera, des troubles de la proprioception et du schéma corporel. On ne sait pas marcher droit, on se cogne partout. On a dans des villages, dans des quartiers, où les personnes ne sortent plus de chez elles, parce que comme elles ne marchent pas très droit, moi je ne marche pas droit, je me cogne partout, je suis incapable de marcher sur une ligne, et bien les cancans, les voisins disent « Ah ben elle a déjà bu au moins 3 litres ce matin, ou je ne sais quoi, voilà, elle a fait la fête toute la nuit. » C'est ça. Et on a des personnes qui ne veulent même plus sortir pour acheter une baguette. Donc elles sont isolées socialement, elles ne peuvent pas travailler naturellement. Le conjoint s'en va si c'est une dame. Les enfants, quand il y a une transmission, c'est la catastrophe. Et votre association permet justement de rompre cette solitude-là et du lien. On se déplace beaucoup à domicile, on va voir les gens chez eux souvent. Alice, racontez-nous cette histoire où vous êtes une jeune fille, vous faites de la danse, et un jour, vous vous foulez la cheville. Alors oui, je suis une jeune fille, mais je ne fais pas de la danse. Ah pardon. Mais j'ai fait de la gymnastique. Ah oui, j'avais compris, oui, excusez-moi. Ça, la danse, j'en ai pas fait. Excusez-moi, c'était la gymnastique. J'ai fait plein de choses, mais c'est pas grave. Oui, en effet, j'ai eu le diagnostic à 13 ans, en 2006. Le 31 octobre 2006, ce diagnostic tombe. Mais c'est
on va dire, une galère, comme maman a dit tout à l'heure, depuis ma naissance, parce que j'ai toujours eu des symptômes, j'ai toujours été malade, toujours des douleurs, de la fatigue, et impossible de savoir ce que c'était réellement, d'où ça venait, d'où ça pouvait enfin venir. Et puis ce diagnostic est arrivé, alors en effet, je ne vais pas redire tout ce que ma mère a dit tout à l'heure, mais c'est un soulagement, c'est sûr, parce qu'on se dit, enfin, on n'a pas menti. Et donc, mon corps a fait cette crise où justement, il s'est dit, j'ai fait 2 mois de crise post-diagnostic parce que mon corps s'est dit, je suis enfin, je suis vraiment malade, j'ai pas menti, on reconnaît enfin que j'ai quelque chose. Donc oui, mon corps s'est manifesté de cette manière-là. Mais après, il faut, en effet, en tant que jeune fille à 13 ans, comment on fait pour en parler autour, parce qu'il faut bien quand même le dire aux autres, à l'entourage familial, scolaire, etc., les amis. Donc j'ai eu la chance d'avoir quand même quelques copines qui restaient à mes côtés, mais je les ai un petit peu perdues à un moment donné parce que l'établissement scolaire où j'étais, le collège, n'était pas accessible. Et donc le temps que je passe il fallait que je fasse tout le tour à la récréation, il fallait que si je voulais sortir avec mes copines, il fallait que je fasse tout un tour, et le temps que je fasse le tour à la récréation, ça avait sonné pour rentrer à nouveau en cours. Donc j'avais rien le temps de faire en fait. Donc il fallait que je refasse le chemin inverse, donc c'était une catastrophe. Et du coup mes copines à un moment donné, elles en avaient marre de rester, elles voulaient aller voir les autres et tout, elles en avaient marre. Donc je dis allez-y. Donc je passais mes récrés toute seule. Et puis il y avait les professeurs qui ne me croyaient pas, les élèves non plus, parce que j'ai toujours, quand on intervient beaucoup en milieu scolaire, le professeur c'est vraiment la personne qui montre l'exemple dans la classe. C'est-à-dire que c'est l'adulte qui va nous instruire pour plus tard. C'est la personne qui va faire l'adulte qu'on sera plus tard en fait. C'est grâce à nos professeurs qu'on est l'adulte qu'on est aujourd'hui. On s'est construit. Voilà. Donc si on a le mauvais exemple dès le départ, ça ne peut pas fonctionner correctement. Et donc ces élèves m'ont crevé les pneus du fauteuil roulant. Parce qu'il n'y avait aucune information. Ouais. Donc c'est quand même très grave à 13 ans de vivre ça. Voilà. Donc, si on a un professeur qui est en empathie avec vous, il va communiquer la bonne information. Cela, et si ce n'est pas le cas, alors... Si ce n'est pas le cas, c'est une catastrophe. C'est par ignorance, ça ne peut pas être par méchanceté. Alors c'est par ignorance, mais par manque aussi d'ouverture d'esprit. Parce que quand je suis arrivée, que j'ai annoncé le diagnostic, j'ai un syndrome d'Ehlers dans l'os, on nous a regardé, mais d'une façon, mais qu'est-ce qu'elles sont allées nous chercher comme nom de maladie? Et alors ça va peut-être choquer certains d'entre vous ce soir, mais si j'avais dit que j'avais une leucémie, alors là, on m'aurait déroulé le tapis rouge. Parce que malheureusement, le cancer fait peur, encore aujourd'hui. Ça fait très peur, un cancer, surtout un enfant qui a un cancer, ça apitoie, ça fait encore plus pitié. Donc c'est triste à dire, mais heureusement qu'on s'occupe de ces patients qui sont bien sûr atteints d'un cancer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais simplement, une maladie qui n'est pas connue comme ça, donc on se dit, mais on connaît ça de nulle part, donc d'où est-ce qu'elles nous sortent ça? Et donc on n'a pas été cru, pas du tout, ni par la direction, ni par les professeurs, ni par les élèves, parce que les élèves, je leur en veux pas aujourd'hui, parce qu'ils n'étaient pas au courant, on leur a pas expliqué. Quand on n'explique pas à des enfants, ils ne peuvent pas savoir. La situation, pensez-vous, a évolué aujourd'hui, notamment grâce à des démarches comme vous le faites en allant dans les lycées avec un discours pédagogique, avec votre expérience racontée à des élèves. Ça doit être marquant. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce soit moins pire? Alors, je ne sais pas si c'est moins pire ou pire, mais je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à la montée des réseaux sociaux, parce que maintenant, les élèves, il faut savoir que les élèves ont TikTok dès l'âge de 10 ans déjà. Donc, ils ont accès à un contenu, à n'importe quel contenu, il n'y a pas de filtre. TikTok, Instagram, Snapchat, toutes ces choses-là, et c'est une catastrophe tout ce qui se passe là-dessus. Moi j'ai un jeune qui s'est fait un jour, l'agression a été et mise sur TikTok, il y a eu plus de 200 vues, un gamin qui a un collège pas très loin d'ici, pas très loin de Metz. Il s'est fait agresser, un 6e, il s'est fait agresser, il m'a raconté ça à la fin de notre intervention, il s'est fait tabasser par des élèves de 5e ou 4e, ça a été filmé, mis sur TikTok, et l'agresseur n'a pas été puni parce que le jeune était vraiment très, très, très timide, très réservé, il n'a rien osé dire, les parents non plus, donc il n'a pas été puni, les agresseurs non plus. Et il a mis sur son compte, sur TikTok, en disant à ses followers est-ce que ça vous a plu, est-ce que vous voulez que je recommence? Mais personne n'a été puni, quoi que ce soit. Et moi, ce qui me choque, c'est que je dis toujours aux élèves, mais quand vous voyez quelque chose comme ça, allez le signaler à vos professeurs. Si un adulte ne vous écoute pas, allez en voir un autre, mais dites-le toujours. Mais je dis là, il y a sûrement des gens du collège qui connaissent ce gamin qui s'est fait agresser et qui connaissent ses agresseurs, et personne n'a rien dit. Et je trouve que ça, c'est pire que tout, de ne rien dire, alors qu'on sait. Et on ne dit rien, donc je dis ça, c'est vraiment très grave. Mais vous avez vécu des moments franchement pas cool,
pas cool en effet. Et moi, du coup, je dis que j'ai eu la chance en fait d'avoir connu ce harcèlement sans les réseaux. Parce qu'en 2006, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout. Ouais. Donc j'ai eu la chance de vivre ça avant les réseaux, parce que ça restait au collège. Ça Ouais, restait c'est au pas collège, mal. et donc quand j'y retournais, bon, ça recommençait, mais le week-end, j'avais un petit peu de paix quand même, j'étais un peu tranquille. Même si j'avais la boule au ventre de retourner à l'école, mais au moins, le week-end, j'étais tranquille chez moi. Mais voilà, c'est vrai que après, j'ai vécu ce genre d'expérience, mais ça m'a forgé, ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai pas connu l'insouciance, hein, j'ai pas connu l'adolescence ou quoi que ce soit, j'ai passé de l'enfance à l'adulte tout de suite, directement. Donc ça peut être inquiétant comme intéressant, parce qu'on a une vision des choses tout à fait différente. On est plus mature, et donc on a une autre vision de la vie, et puis voilà, j'ai peut-être loupé des choses, c'est sûr, mais au moins voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous allez dans les établissements scolaires ou dans d'autres réunions pour raconter votre histoire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des prises en considération de ce que vous dites et qu'on se dit mince, j'étais ignorant Il y a quand même des enfants, même des professeurs aussi, qui se disent mince, on a peut-être dû faire attention à un ou deux cas comme ça leur rappelle certains élèves précisément. Mais il y a des élèves qui, forcément, je dis toujours, il y a un harceleur et un harcelé dans une classe, à chaque fois, de toute façon. Monique, une petite question. Quand on parlait d'ignorance, enfin, je prononçais ce mot-là tout à l'heure parce que des fois l'ignorance, on peut permettre d'expliquer ou tenter de comprendre les choses. Lorsqu'on a préparé, j'allais dire cette émission, préparé cet entretien, ce rendez-vous, on a parlé de l'ignorance, de la première étape qui est le médecin traitant. C'est ça. Est-ce que mes mots sont graves, lourds de sens? Mais oui, parce que le médecin traitant, en fait, comme j'ai dit, c'est chez lui qu'on va... En premier. En premier. On y va une fois, deux fois, trois fois. Et on s'est rendu compte que le médecin traitant, il est souvent dépassé. S'il n'a pas eu de formation, s'il n'a pas eu de... Alors, le syndrome d'Hermanos, il faut savoir que c'est classé dans les maladies rares. Il y a entre 7000 et 9000 maladies rares aujourd'hui. Il y en a peut-être plus encore maintenant, je ne sais pas les chiffres exacts. On est bien d'accord, et Roland Josso ne va pas me démentir, les maladies rares, elles sont survolées en fac de médecine quand il y a un enseignement. Et je le dis toujours, je parle très souvent de vous, Roland, parce que dans d'autres facs en France, il y a des endroits où il n'y a pas de centre de référence. On a la chance d'avoir Nancy avec Roland Josso, mais dans d'autres endroits, il n'y a pas de fac. Et il y a très peu de cours sur le syndrome d'Ehlers-Danlos. S'il n'y a pas un professeur qui est motivé, qui connaît et qui va faire un cours dessus, ils vont survoler ça. Peut-être ils vont en entendre 1 heure parler pendant leurs 10 années de médecine, 9 ou 10 ans, et c'est terminé. Donc ils ne vont pas s'en souvenir, et ça on ne peut pas leur en vouloir. Après, ce qu'on a toujours dit avec Alice, on n'en veut pas au corps médical de ne pas connaître, on leur en veut de nous dire qu'on n'a rien. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil de nous dire, vous n'avez rien, allez voir un psy, que de nous dire, écoutez, je vois bien qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Donc il faut creuser. Mais ça nous aurait encouragés. Mais chaque fois on nous a dit, non, il n'y a rien. Moi, je me souviens qu'on est allé au CHU de Brabois faire des scintigraphies osseuses pour Alice. On a fait plein d'examens. On a dépensé un pognon fou, hein, coûté un pognon fou à la Sécu, pour chaque fois me dire, madame, vous pouvez repartir, votre fille n'a rien. Je suis même allée à Bon Secours lui faire une radio. Je l'avais récupérée à l'école, on m'avait appelé. Elle ne marchait plus, elle avait trop mal. Et c'était pas les longs parce qu'elle a fait beaucoup par rapport, il faut savoir peut-être que beaucoup de gens savent ce que c'est le syndrome d'Ehlers. On n'a pas vraiment défini ce que c'était. C'est une anomalie du tissu conjonctif et une hyperlaxité ligamentaire. Et donc, on a souvent des gens qui vont, les vertèbres vont bouger. Voilà, ça va coincer le nerf sciatique. Et ça vient de ça. Et Alice a beaucoup fait de lombalgie comme ça, en fait. Et une fois, elle avait une hanche qui était subluxée. Ça, on n'a pas su tout. Nous-mêmes, on n'a pas détecté. Hein. Mais je vais voir mon médecin, je dis Alice, ça ne marche plus. L'école m'a appelé, qu'est-ce que je fais? Alors, il me fait une ordonnance. Il me dit, bah oui, il faut aller passer une radio tout de suite. Je vais à l'hôpital Bon Secours, c'est pas merci. Et le radiologue me dit, bah écoutez, restez là, je vais développer la radio. Il revient, il me dit, bah vous pouvez repartir, votre fille, il n'y a rien. Je dis, monsieur, ma fille, elle ne marche pas. Ah, mais elle n'a rien. Donc Alice, elle faisait un poids plume, donc je l'ai pris dans mes bras. Je suis rentrée, je l'ai couchée. Et puis moi, j'ai appelé mon chiropracteur en Alsace, chez qui j'étais allée moi très souvent. Et je lui ai expliqué ça. Il m'a dit, écoutez, c'est trop tard maintenant, Monique, revenez demain. J'avais quand même 1h30 de route pour aller en Alsace. Hein. Donc il m'a dit, couchez là. Demain, venez, dès que vous êtes arrivé, faites-moi signe et moi je vous prends en urgence. Il regarde la radio,
Et Alice était gamine, elle avait 10 ans, hein, un peu, et elle me dit, mais Alice, on va leur mettre le bonnet d'âne à ces radiologues. Regarde la radio. Il nous l'a montré lui-même. Quand on nous a montré, on a bien vu que la hanche était déplacée. En 30 secondes, il lui a remis sur la... Est-ce qu'il vous est arrivé de douter parfois, Monique? Bien sûr. Moi, j'ai douté d'Alice, oui, à un moment. J'ai douté parce que je me suis dit, ma fille, elle a un souci. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines... pas des têtes, c'est sûr, hein, des troubles envahissants du développement, ils sont là, Alice, on peut le dire, et des traces d'autisme, mais ça, à l'époque, on ne parlait pas du mot, on ne le connaissait pas à l'époque, ça c'est vrai, on n'en parlait pas. Et en effet, j'ai douté de savoir si elle ne me racontait pas de bêtises, si c'est vraiment, elle ne faisait pas une phobie scolaire, qu'elle ne voulait pas y aller. Naturellement, j'ai douté. Et vous savez ce que je lui ai dit le jour où on a eu le diagnostic? Je lui ai présenté mes excuses. Parce que moi, je faisais beaucoup d'intérim pour gagner de l'argent. J'étais toute seule avec elle, donc il fallait gagner de l'argent pour payer les factures et avoir un semblant de vie normale. Et donc, elle est allée à l'école des dizaines de fois où elle aurait mérité d'être dans son lit, ma fille. Mais moi, je disais, je suis en intérim, je ne suis pas payée si je ne vais pas travailler. Alors, je la mettais au collège, à l'école, en primaire, au collège. Et puis, quand on a eu le diagnostic, je lui ai dit, Alice, je te présente mes excuses, est-ce que tu les acceptes? Elle m'a dit, oui, maman. Parce qu'elle savait très bien que ce que j'avais fait, c'était pas de la maltraitance. C'est que je savais... Elle vous en veut pas le sourire. Je pense qu'on a Merci fait Monique voilà. pour votre témoignage poignant. Et je voudrais juste un mot, Jean-Marie, oui. Parce qu'on a parlé d'équipe pédagogique. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la salle, je les ai vus, je les ai salués. L'équipe pédagogique, s'il y a la volonté d'accueillir un élève en situation de handicap, s'il y a la volonté de faire le maximum, ça va bien se passer. Et il y a dans la salle des professeurs d'un ancien lycée qui est fermé, c'est le lycée Poncelet à Borny, elles sont là. Il y en a même qui n'ont jamais eu Alice en cours et qui sont là aujourd'hui. Et je suis toujours très émue parce que ces professeurs-là, l'équipe de Madame Carpentier à l'époque, a tout mis en place pour accueillir Alice. Je n'ai aucun reproche à leur faire. Alice était au lycée Poncelet pendant 3 ans, alors qu'elle a passé des années dans un collège privé où ça a été l'horreur. C'était un collège en zone d'éducation prioritaire à Borny. On parle toujours mal de Borny en disant qu'il se passe des mauvaises choses. Je peux vous assurer que ce n'est pas vrai. Alice on a une prise en charge, un souvenir excellent. D'ailleurs, ses professeurs sont là. Et même je vous remercie, mesdames, d'être là. Vraiment, je garde un excellent souvenir de vous. Voilà, on peut vous applaudir. Voilà, c'est un exemple qu'on ne peut jamais généraliser et tout n'est pas ni blanc ni noir. Et voilà, merci à vous. Vous êtes le symbole du fait que quand on a pris conscience des choses, on peut essayer d'intégrer et de changer les choses. Nous avons la chance ce soir d'avoir le professeur Roland Josso. Merci d'être là. Je vais vous demander de prendre le micro. On s'est entretenu très brièvement tout à l'heure et je me suis dit ça va matcher avec le professeur. Parce que des fois j'ai un peu peur. Vous savez, il y a des professeurs, quand ils ont fini une phrase, je me dis j'ai pas compris. Mais là, professeur, vous allez m'aider si toutefois je ne comprenais pas. Alors, vous avez de la chance parce que moi, je n'ai pas compris ce que je vous ai dit. C'est encore pire. Merci vraiment pour votre présence. Professeur, est-ce que cette pathologie est facilement décelable aujourd'hui, 15 ans après la création, parce que je rappelle que c'est l'anniversaire ce soir, 15 ans après, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a avancé, professeur? J'ose espérer qu'on a progressé et avancé. Est-ce que c'est facile à diagnostiquer? Faire un diagnostic, c'est pas toujours facile. Et parce qu'en fait, on a progressé, on a connu l'ère du syndrome des lèvres dans l'os, mais en fait, on a découvert que, contrairement à ce qu'on pensait, l'hyperlaxité n'est pas une maladie, une qualité de nos tissus, et qu'il y a des conditions un peu particulières où il peut y avoir une maladie, et c'est pour ça qu'on a défini en 2017, alors, on a défini un consensus d'experts internationaux et de plein de disciplines qui se sont réunis et qui ont fait évoluer les concepts et qui ont défini ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'hypermobilité. Pour éviter que tous les gens qui soient hyperlaxes et douloureux soient étiquetés syndrome des lèvres dans l'os avec la connotation génétique, etc. Et à l'inverse, pour que certains patients qui souffrent et qui ne remplissaient pas forcément tous les critères ne soient pas laissés au bord du chemin, sans considération, sans prise en charge. Et sans Il y a donc un document unique dans le monde entier qui permet de diagnostiquer précisément. Il y a une conférence de consensus qui s'est tenue à New York en 2016 et ça a été publié en 2017 dans une revue
international avec des signatures de très nombreux experts et qui a fait l'état des lieux. Et cet état des lieux, il est revu régulièrement. Il a été revu encore dans les années, y compris pendant le Covid et après le Covid. C'est pas vieux quand même. Hein. Non, c'est pas vieux. Non, mais les définitions évoluent, les façons de prendre en charge évoluent, les concepts évoluent, c'est important. Dans votre carrière, qui est déjà... Et très courte. D'accord. Vous aviez des personnes pour lesquelles vous aviez du mal à porter un diagnostic et à dire, voilà, vous avez telle maladie, en l'occurrence celle-ci. Ça arrive encore. Ça arrive encore ? Oui. Comme l'a dit Monique, la définition, elle est clinique et parfois la limite entre une maladie et une autre, un état et une autre, c'est vraiment très ténu en fait. Ouais. Et donc il faut savoir de temps en temps remettre en cause, de tenir compte de l'évolution. Se remettre en cause, vous, votre profession, votre rôle de professeur ? Tout le monde. Oui. Donc, le rôle de du médecin traitant en fait. jusqu'au professeur. Bien sûr, évidemment. C'est comme ça que les choses évoluent. Est-ce que vous pensez que, à la base, le premier rendez-vous chez le médecin traitant, est-ce que vous pensez que le médecin traitant est sous ou mal informé ? Comme l'a dit Monique, 7000 maladies, enfin plus de 7000 maladies rares, plus les maladies fréquentes avec les évolutions, enfin, c'est juste impossible en fait. Ce qu'il faut, c'est savoir être à l'écoute, quels sont les symptômes, et puis à ce moment après on peut s'aider, et puis enfin, ce que vivent les gens, il n'y a qu'eux qui le savent et qui le vivent. Quelles sont les personnes que vous rencontrez qui sont atteintes de ce syndrome ? Des personnes plutôt jeunes ? Y a-t-il un profil, il n'y a aucun voyeurisme de ma part, hein. C'est pour savoir. Tous les âges, enfin, moi je vois pas les crevettes, hein, parce que finalement je ne saurais pas quoi en faire. Je suis un médecin d'adulte, donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de pédiatrie. Donc je le dis parce que enfin, il y a parfois des demandes pour des enfants. Un enfant de moins de 7 ans, en tout cas qui n'a pas une corpulence d'adulte, je risque d'être plus délétère qu'efficace. Il vaut mieux que les enfants voient d'abord un pédiatre. Après, c'est des milieux d'adultes où il y a beaucoup de sujets jeunes, mais on peut arriver des fois à faire des diagnostics tardivement. Une population qui est en général plus féminine que masculine. Il y a vraisemblablement des explications, des rationnels. Je pense qu'on ne rentrera pas dans ces considérations ce soir. Et puis des gens qui viennent, qui pourraient venir de partout. Est-ce qu'on peut être porteur de ce virus-là sans que rien ne se soit déclenché, déclaré, et puis un jour, pour une raison ou une autre, une cheville foulée, on fait des examens et on se rend compte que finalement on peut aussi expliquer telle et telle souffrance qui pouvait peut-être être admissible. Alors deux choses, on va éviter de parler de virus parce que... Pardon, je crois qu'on en a mangé suffisamment et que c'est pas le candidat du soir. Oui, on a des patients qui allaient bien et qui, à l'occasion d'un traumatisme de notre organisme, vont complètement décompenser une situation et on va pouvoir aller vers un diagnostic de syndrome des nerfs dans l'os ou de troubles du spectre de l'hypermobilité. Ça peut arriver typiquement après une entorse, etc. D'accord. Okay. Merci professeur. Avant qu'on passe à l'une de nos autres invitées, qui elle ne vient pas de Nancy, mais qui nous vient du Nord. Et elle a eu la gentillesse de nous apporter le beau temps aujourd'hui. On vous remercie pour cela. Et juste encore une petite question au professeur. Peut-on soigner? Et si oui, comment? Alors, on peut prendre en charge bien évidemment les différentes souffrances, les différents symptômes. Il faut avoir une vision globale. Ce qui fait la difficulté, c'est que c'est une situation générale qui est décompensée et il faut essayer de la voir dans sa globalité, ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple à l'heure où il faut aller vite. Quand on a une consultation de 10 minutes, un quart d'heure, c'est juste pas suffisant. Quand on a une vision organe par organe,
c'est juste impossible. Donc parfois il y a des priorités, et sinon oui, il y a une prise en charge qui doit être globale et qui va suffisamment loin. Est-ce que vous dites là, est-ce qu'on peut sous-entendre que vous aimeriez avoir plus de temps à accorder à des patients? Tout le monde dit que l'hôpital va mal. Est-ce que, je ne vais pas vous demander de souscrire à cette remarque-là, parce que ça serait un peu compliqué pour vous, parce que voilà. Mais dans ma question, il y a, avez-vous assez de temps à accorder? Alors, les patients qui sont là vous direz bien sûr que non. Je suis arrivé à un stade où je peux me payer le luxe de prendre le temps. D'accord. Il est rare que je fasse une consultation d'1 quart d'heure. Les consultations de première fois, c'est 1 heure, et des fois ça dépasse. Et quelquefois, ça peut même aller un petit peu plus loin, mais après ça devient inopérant. Mais oui, c'est l'idéal en fait d'avoir ce temps-là. Mais ce qui explique que l'accès aux professionnels, aux centres compétents ou référents puisse devenir compliqué. Merci professeur. Un dernier petit mot de ma part. Quand on m'a parlé de vous dans des termes très forts, et certainement il y avait beaucoup je vais oser le mot, d'amour dans ce qui m'a été dit, reconnaissant votre travail, professeur. Non, mais vous ne vous leurrez pas, je les ai payés avant. D'accord. Voilà. Comment mettre un peu d'humour alors que moi je voulais mettre un peu d'émotion, non, il n'y avait pas besoin de mettre d'émotion, je peux vous assurer qu'il y en avait. Alors, Élodie Vlaminck, la première chose qu'elle m'a dit quand on s'est rencontrés, « Waouh, vous avez bien prononcé mon nom !» Parce que figurez-vous que j'aime bien le vélo, et il y avait un coureur cycliste qui s'appelait Éric de Vlaminck. Donc elle me dit, c'est pas de ma famille, mais voilà. Donc notre rencontre commençait bien. Elle me dit, vous avez bien prononcé mon nom. Merci pour ce petit compliment, j'ai travaillé avant. Vous, de votre côté, quel est votre rôle dans votre profession? Ayant entendu tout ce que vous avez entendu là, j'allais dire soignant des gens par rapport à leur pathologie, que faites-vous? Déjà, je suis orthésiste, donc je fabrique des orthèses. L'orthèse, c'est un d'avenir suppléer un déficit, on va dire, d'un membre supérieur ou inférieur. Donc principalement, en tout cas pour ma part, je fais pratiquement que du sur-mesure, très peu d'appareillage finalement de série. Et donc comment on travaille, c'est assez simple. Il y a le médecin qui a posé un diagnostic, qui passe donc de ce fait à la prescription médicale. Ensuite, le patient donc, vient nous voir, donc les appareilleurs, les orthésistes. Et à partir de la prescription médicale, on va prendre en charge le patient. Alors, on refait un examen clinique, évidemment. Et puis, et ensuite, nous allons décider avec la prescription ce que nous allons faire comme appareillage. Et là, aujourd'hui, c'est les syndromes des nerfs dans l'os. Donc, pour le coup, il y a quand même un arsenal thérapeutique en appareillage qui est assez vaste. Principalement, on parle beaucoup des vêtements de compression. Alors, je dis bien compression parce que dans le langage courant, on dit contention. Mais juste pour votre info, la contention, elle immobilise. Et là, l'objectif des vêtements de compression est de vous laisser dans le mouvement, de ne pas justement vous immobiliser. Donc, les mots ont un sens, et pour le coup, je tiens à le dire parce que c'est un mauvais... Je rappelle que vous êtes également chercheur, d'ailleurs ne dit-on pas chercheuse? Oui, chercheuse. Je suis plus orthésiste, j'ai pas trouvé grand-chose. D'accord, chercheuse associée à l'INSERM, moi je suis sûr que oui. Et vous ne travaillez pas seul, puisque vous travaillez avec des gens que l'on reverra tout à l'heure, qui sont dans la salle. Votre profession, me semble-t-il, nécessite, au-delà de la technicité finale de ce que vous allez proposer, nécessite une grande, forte et grosse écoute. Oui,
vraiment beaucoup d'écoute, parce que si on ne pose pas suffisamment de questions aux patients, et si on va dire, on réagit simplement avec la prescription et tête baissée, on se dit bon ben voilà, le docteur il a prescrit des orthèses de main, des chevillères, des coudières, des blabla, des cervicaux, bah, finalement c'est très facile, hein. Oui, on fait tout. Hein. On fait, puis voilà. Voilà, mais à part que les patients n'ont pas forcément besoin de tout déjà, et puis l'appareillage doit vraiment être adapté à chaque patient, puisque un patient atteint d'un syndrome des nerfs dans l'os va être totalement différent d'un autre patient. Je vais vous donner un exemple. Oui. Nous avons des patients qui ont du mal à supporter de l'appareillage parce qu'il y a de l'hyperesthésie cutanée, c'est-à-dire que on est très réactif finalement au toucher. Et d'autre part, donc de fait, l'appareillage va devoir être adapté, ou même peut-être ne sera pas appliqué, parce que justement le patient ne pourra pas le supporter. Et d'autres patients où justement, bon, tous les appareillages, ils vont les supporter très bien, et d'ailleurs vont être super efficaces. Donc l'anamnèse, enfin, le questionnement du patient, l'appareilleur doit vraiment le faire, donc on prend beaucoup de temps avec eux. En général, pour une prise en charge, une première prise en charge, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure, avec une prise de mesure presque complète, sans l'examen podologique par contre. Parce que l'examen podo, il met encore plus de temps, donc souvent ça se fait en 2 rendez-vous. Sinon, ça fait à peu près 1h30, 2 heures de rendez-vous. Et puis après, vous revoyez pour écouter et entendre ce qui vous est donné d'entendre comme remarque. Alors, nous, c'est notre pratique, parce que je ne suis pas toute seule, hein, j'ai des collègues. On voit le patient environ 15 jours après, au mieux, je dis bien au mieux. On revoit le patient pour l'application. Et ensuite, on demande, donc il y a toujours seulement, on va dire, un seul jeu de vêtements de compression, d'autres orthèses aussi. Et ensuite, on demande aux patients de revenir vers nous pour tout simplement nous dire si ça va pas. Et si les patients ne reviennent pas forcément vers nous, on fait une visio. C'est-à-dire que quand il y a un problème avec un appareillage, le patient n'est pas forcément capable de se déplacer tout de suite. Donc on a mis en place des visios sur le logiciel Doctolib, justement pour voir le patient à la caméra et de vérifier si tout est OK. Est-ce que l'on a beaucoup progressé en matière pure de technicité pour le confort final? Si je peux appeler ça confort. J'ai envie de vous dire oui, en termes de tissu. Je trouve qu'on a bien évolué, puisque maintenant, les premiers tissus, je me dis parce que tu étais là avant moi, je crois que c'était 2006, voilà, les tissus étaient déjà très bien, hein, pour le coup, hein, c'était du tricotage, très épais, voilà, et puis la compression n'était pas forcément adaptée non plus, hein, parce qu'au départ, c'était de la compression, il faut le savoir, pour les grands brûlés, parce que moi j'ai rien découvert là-dessus. Hein. Pour le coup, la compression médicale, en plus elle existe, bon, je ne vais pas faire d'histoire, mais depuis les Égyptiens. D'accord. Vous voyez, donc les bandes, voilà, tout à fait, hein, les momies. Hein, ça fonctionnait, hein. Et oui, non, mais je veux dire, on n'a rien inventé du tout. Hein, sauf qu'on n'a plus de pyramide aujourd'hui, donc on est un peu gêné. Mais par contre, ce que nous avons réalisé comme travail depuis de nombreuses années, c'est en effet la tolérance des tissus sur la peau des patients. Nous sommes encore en train de travailler, parce qu'il faut savoir que les vêtements sont très peu portés l'été par les patients. Il fait trop chaud, c'est compliqué. Et donc on laissera peut-être la parole tout à l'heure à mon collègue, mais on est en train de travailler sur un autre projet de tissu justement adapté aux fortes chaleurs, parce qu'on va y venir, hein, tous les étés vont être très chauds, et les patients, il faut quand même qu'ils se soignent. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, je crois qu'on peut vous applaudir pour ce que vous faites et le temps que vous passez à écouter pour être la plus performante possible à l'arrivée. Monique, on est parfait dans les temps. Je voudrais quand même qu'on aborde 2 choses ensemble qui m'ont paru essentielles quand vous m'avez parlé, quand on s'est rencontrés. Vous m'avez dit que il pouvait y avoir des parents pour qui c'était terrible d'emmener un enfant à l'hôpital, parents sur lesquels on va poser un diagnostic absolument... c'est une double peine extrêmement compliquée à vivre. Oui, mais c'est ça en fait, parce que
comme on le disait, même Roland le disait tout à l'heure, on peut être porteur de cette anomalie du tissu conjonctif sans forcément s'être fait diagnostiquer. Si les symptômes sont plus ou moins légers et qu'il n'y a pas spécialement de douleur ou qu'on n'a pas... Voilà, les symptômes sont peut-être là, mais pas associés à une pathologie. Donc cette maman, ce papa, ne s'est pas fait diagnostiquer parce qu'il n'en voyait pas l'utilité en fait. Hein. Et puis il va y avoir un bébé, une grossesse qui arrive, le bébé naît, l'accouchement se passe. Si c'est la maman qui est porteuse, l'accouchement peut des fois se passer, ça peut être un peu compliqué, un accouchement hémorragique, enfin, il peut y avoir des complications. Puis le bébé rentre à la maison avec les parents, voilà, et au bout de 15 jours, 3 semaines, le bébé va beaucoup pleurer, les parents ne vont pas comprendre ce qui se passe, ils vont se lever, ils vont voir que leur bébé a un hématome sur le bras ou la jambe, un membre gonflé, ça va être impressionnant. Le réflexe, je pense, il y a beaucoup de parents qui sont là, n'importe quel parent, c'est d'aller aux urgences pédiatriques, parce qu'on est affolé, on ne peut pas calmer son bébé. Donc les parents, en toute bonne foi, vont aux urgences. Voilà, notre bébé pleure, tout ça, on a vu un bleu, un hématome, qu'est-ce qui se passe? Et donc ça va être très compliqué parce que les parents vont raconter leur scénario, les pédiatres vont dire écoutez c'est bizarre, vous êtes sûr? Pourquoi vous êtes sûr? Vous n'êtes pas énervé avec le bébé, vous étiez fatigué, c'est vous quoi auriez les demandé bleus de là l'aide. Voilà. Et puis à force de questionner, de voir que les parents ne restent sur leurs décisions, enfin voilà, sur leur argumentaire, ils vont quand même passer des radios et puis là ils vont se rendre compte qu'ils vont revenir et vont dire écoutez là il faut qu'on parle sérieusement parce que votre enfant il a 15 fractures. Et à 3 semaines, c'est pas normal. En fait, on a parlé de l'anomalie de la carence en collagène, c'est l'origine de la pathologie. Et on s'est rendu compte, je ne sais pas si Roland ne va pas me contredire, mais il y a une carence aussi en vitamine D, une mauvaise constitution de l'os. Et en effet, un bébé de 3 semaines ou 1 mois, l'os n'est pas constitué complètement, correctement par rapport à un enfant qui n'aura pas le syndrome d'Air dans l'os. Donc ces traces sur les radios vont être considérées comme des fractures et en fait c'est une mauvaise constitution. Ça encore une fois, par manque de formation, puisque c'est pas enseigné correctement, donc ils ne peuvent pas tout connaître, on est d'accord, c'est pas un reproche. Hein. Et donc ces parents-là ne comprennent pas ce qui se passe, ils n'ont jamais frappé leur enfant. La douleur d'avoir son enfant qui est mal ouais. et donc du coup, le boomerang qui revient. Le médecin va dire, écoutez messieurs, dames, nous on est obligé de faire un signalement. Voilà. Parce que c'est la loi aujourd'hui. Et nous, l'association a 15 ans, et ça fait à peu près 5 ans qu'on est alerté par des parents, parce que la loi a changé. Il y a eu trop de bébés, trop d'enfants maltraités dans les familles, rendus aux familles alors, par des parents aux parents maltraitants. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc... On n'est pas là en train de dédouaner les parents. Non, mais c'était de la loi. Voilà. Non, mais moi, voilà. Et donc, aujourd'hui, la règle pour un urgentiste pédiatrique, c'est de faire un signalement si la consultation, la présence de parents avec leur bébé ne correspond pas à un diagnostic précis. Voilà. Ils sont obligés de le faire. Voilà. Donc ils le font, mais le problème c'est que le médecin urgentiste, il a fait son job, d'accord, il a fait le signalement, mais c'est l'enfer pour les parents. Les policiers d'enquête vont faire leur job aussi. Et l'enfant reste à l'hôpital. Ils ne sont pas non plus forcément... Mais non, les policiers ne sont pas au courant, les gendarmes non plus. Et donc la justice se saisit du dossier, et il y en a pour 5, 6 ans, 7 ans. Et de la prison ferme demandée pour des parents. Moi j'ai été, certains le savent, j'ai été appelé à témoigner 2 fois pour des procès. Donc ça fait il y a l'année dernière, et là il y a 1 mois. J'étais à Créteil. Et là aussi, les dégâts collatéraux, et bien sûr, la famille, les frères, les sœurs, les cousins, c'est terrible, tantes, etc. C'est terrible parce que la suspicion, elle est tout de suite sur les parents. Et surtout l'aide sociale à l'enfance qui hélas, n'est pas toujours d'une aide. Parce qu'elle va considérer les parents comme tout de suite responsables des troubles de l'enfant. Et ils vont être considérés comme coupables par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est très dur. Je crois que si on touche à ce sujet-là, on va rester longtemps. Non, mais on va pas. Merci quand même d'en avoir parlé. Non, mais c'est bien de l'avoir abordé. Oui, mais bien sûr, tout à fait. Je voulais redonner le micro à Alice avant qu'on vienne vers vous pour voir si vous avez des questions. Je m'en doute pas une seconde. Il y a cette histoire de place handicapée, le fameux macaron qu'on met sur la voiture quand on a le droit d'avoir ce macaron-là. Et puis il y a une jeune fille souriante qui s'appelle Alice, qui sort de sa voiture. Belle fille, on regarde, normal. Oh, elle a rien.
Non, j'ai rien, mais Voilà. si, en fait, j'ai quelque chose, tout à fait. Je dis toujours, je reviens sur nos fameuses interventions dans les écoles, voilà, quand on intervient devant les jeunes, adolescents, etc. Même les enfants, dès la maternelle, on commence, en Moselle, on récolte les bouchons, donc ça nous fait une petite entrée dans les écoles, et comme ça, on commence à parler de différences, de handicap invisible, d'aider l'autre, de respect de l'autre, etc., de faire attention à l'autre. Et on finit par, parce qu'on sait très bien que souvent les parents, quand ils viennent chercher les enfants à l'école, ils sont pressés, donc oh ça fait rien, on va se garer dessus, c'est pour 5 minutes, c'est pas grave, on n'en a pas beaucoup, on n'en a pas pour longtemps, c'est pas grave. Et on explique aux enfants que si on se gare sur ces places-là sans macaron, sans cette fameuse petite carte, on a une amende de 150 €. 135 €. Moi j'augmente les tarifs, c'est 135 €. C'est 135 €. Et on leur dit, mais il faut respecter ces places parce que moi, si je sors de ma voiture, peut-être que j'aurai même des chaussures à talons, mais souvent avec ce fameux logo, c'est un fauteuil roulant. Donc les gens s'attendent à voir descendre une personne de la voiture en fauteuil roulant. Forcément en fauteuil roulant. Il n'y a pas d'autre option. Alors qu'il y a des handicaps invisibles et donc on descend de la voiture debout et on se fait tout de suite remarquer, on se fait regarder et souvent, je dis toujours, le langage non verbal est souvent plus blessant que le langage vraiment verbal direct. C'est-à-dire qu'on sent les regards, on sent les suspicions, on sent que les gens ne nous croient pas. Alors que si on a cette carte, c'est qu'on a monté un dossier à la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, ça prend énormément de temps pour avoir cette carte. Et il faut se justifier, il faut faire, voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Et nous, ce qu'on essaie avec nos interventions, c'est vraiment de changer le regard sur le handicap invisible, le handicap de manière générale, mais si on descend de notre voiture debout, mais voilà, c'est qu'on a quand même le droit de s'y garer parce qu'on a cette carte-là. Donc c'est vraiment, on essaie de changer le regard et en fait, moi j'aimerais à l'avenir, c'est peut-être utopique, mais j'aimerais qu'on change ce logo sur ces places. Parce qu'au final, ça induit plus en erreur qu'autre chose. Et je pense que c'est important. Pas de fauteuil, Pas de fauteuil. pas d'handicap. Voilà, tout à fait. C'est vraiment le discours assez réduit qu'on a fait. Voilà. Si on regarde ce petit kakémono jaune, on voit. Voilà. C'est important d'en parler. Et puis les jeunes aujourd'hui, ils jugent facilement avec les réseaux sociaux. Tout de suite, il y a tout de suite des commentaires, des remarques. Donc, cela dit, quand vous voyez une personne qui n'a pas d'handicap, qui se gare sur Alors, ça m'est arrivé, on en a parlé voilà. il y a 3 semaines. J'ai dit, madame, je m'excuse, mais peut-être vous n'avez pas vu, il y a le panneau handicapé. Ferme ta. Mais Tu as quelque chose à je me dis dire, toujours. toi Voilà, donc, moi je En pense fait, il qu'il faut pas d'abord laisser regarder. faire. C'est-à-dire Faut le dire. en fait, quand vous dites justement, quand on voit quelqu'un qui n'a pas d'handicap, mais comment on peut savoir s'il n'a pas Oui, d'handicap? c'est Il faut vrai. d'abord Voilà. regarder la voiture discrètement, voir si on voit la Oui. petite carte. Et ensuite, s'il n'y a pas de carte, là, on peut aller voir la personne et lui dire, monsieur, madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas la carte, vous vous rendez compte que vous prenez la place de quelqu'un qui a besoin de cette place-là. Donc, allez vous garer ailleurs, s'il vous plaît. Mais voilà, mais J'avais pas vu la carte et la personne peut me dire, mais monsieur, j'ai un Tout à handicap. fait, voilà. Et là, tout à mes fait. plus humbles excuses. Tout à fait. Mais on a affaire trop souvent. Mais j'en ai pour 2 minutes. Pour 2 Ouais, minutes. tiens, voilà. Tout à fait. Bon, de temps en temps, un petit coup de gueule. Merci. Alors nous allons passer maintenant, mesdames et messieurs, on a un petit quart d'heure pour nous. Si on déborde un peu, c'est pas grave, on rendra l'antenne un peu plus tard. Si vous avez des questions à poser à nos 4 intervenants, que je remercie encore pour leur présence et pour le déroulé de ces discussions. Dites-moi. Vous avez parlé de déficit en collagène. Oui. Est-ce que l'apport de collagène marin féroce peut apporter une amélioration ou pas? Alors, ce n'est pas totalement un déficit en collagène, c'est un peu plus compliqué que ça. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui a démontré que l'apport de collagène, ça faisait du bien, en dehors de faire du bien à l'industrie qui le vend. Donc, voilà. Ok, d'accord. C'est vrai qu'avec les AMM, les autorisations mises sur le marché pour les médicaments, c'est un petit peu compliqué. Mais est-ce que vous pourriez pas, je ne sais pas moi, dans le cadre d'une étude par exemple, de faire une comparaison entre des patients qui prendraient du collagène marin féroce versus des patients qui n'en prendraient pas pendant quelques mois? Je pense que ça a été fait, mais ça voilà, ça n'a pas été, Ça n'a pas été validé. ça n'a pas été concluant non, du D'accord. tout. Ok. Merci pour votre réponse, merci pour votre question, madame. Y a-t-il d'autres? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez revenir sur les troubles du schéma corporel? Revenir sur les, je dis pour les gens qui sont au fond de la salle,
Madame souhaite revenir sur les troubles du schéma corporel. Alors, les troubles du schéma corporel, schéma corporel, donc concrètement, je sais que je suis non, on a des capteurs et des récepteurs qui sont situés donc, dans nos tissus, c'est-à-dire dans les tendons, dans nos muscles, dans le derme, même dans les vaisseaux, hein, il y en a partout. Et comme il y a un déficit, on va dire, ou bien une mauvaise qualité du tissu conjonctif, ces capteurs, je vais essayer de faire simple, ces capteurs et ces récepteurs ne sont pas en phase, en cohésion. Donc ce qui peut perturber donc une mauvaise information de l'extérieur, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir ou même toucher au cerveau. Donc le cerveau interprète mal, j'aime pas ce mot-là, mais on va dire, il intègre les informations différemment. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un trouble de la proprioception. Pourquoi on interprète mal ce qui se passe autour de nous. Donc nous avons les premiers symptômes, ou même des petites chutes, des débuts de chute, les entorses aussi. Hein. Les entorses parce qu'on pense que, enfin, tu me diras si je me trompe, mais en tout cas on pense qu'on fait des entorses parce qu'on est hyper mobile, ou hyper mobile. Alors oui, vous l'êtes. Mais s'il y a aussi un trouble de la perception, il y a un mauvais contrôle du mouvement. Donc quand vous allez marcher, courir, ou même vous lever, simplement, comme il y a le contrôle du mouvement est mal apprécié, il y a des entorses. Voilà. J'ai eu une fois, mais ça c'était très très longtemps, une patiente qui est tombée en se levant. Parce qu'elle avait oublié, elle avait les jambes, quoi, simplement. D'ailleurs, c'était choquant. Bon, ça n'a pas fait mal, hein, mais les troubles de la proprioception, de la perception, c'est ça. D'où les vêtements de compression. Pour aller plus loin, est-ce que du coup, des enfants qui tombent, qui ont des bleus, peuvent ne pas sentir la douleur? Je ne sais pas. Là, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que je ne sais pas. Je ne sais pas, en plus les enfants, moi je ne les vois pas beaucoup. On sait juste, enfin moi ce que je vois juste c'est que, en tout cas pour ma part en tant qu'appareilleur, les vêtements de compression chez l'enfant, pour moi, sur un petit, j'ai pas vu un grand effet hein, sur les vêtements et sur les enfants. Alors à l'adolescence on n'en parle pas parce que c'est compliqué. Hein. Mais là pour le coup je ne sais vraiment pas. Oui. Bonsoir Gilles, j'ai ma sœur qui est hyperlaxe et elle aimerait savoir où elle peut faire un diagnostic par rapport à sa maladie. Et vous habitez Metz, monsieur? Thionville. Thionville. Après, il y a Madame Mouget-Grandpierre qui peut déjà faire un pré-diagnostic. Madame Mouget-Grandpierre, elle est à l'hôpital Bel Air, elle est NPR, elle connaît bien le syndrome, elle n'est pas référente comme Roland Josso, forcément, parce qu'il y a un centre de référence par là. Mais Madame Mouget-Grandpierre saura recevoir cette personne et pourra en effet faire déjà un examen clinique, ça c'est sûr. Donc elle prend rendez-vous, les rendez-vous c'est 2-3 mois, ça va assez vite quand même. Donc elle peut, à l'hôpital Bel Air, Christine Mouget-Grandpierre, il n'y a pas de souci. Si elle a une lettre d'un médecin traitant, c'est bien, sinon vous pouvez toujours dire qu'elle appelle de la part de l'association. Elle me connaît bien, il n'y a pas de souci. MDR, ça veut dire quoi? Médecine physique et réadaptation. Merci. Voilà. Monique, profitez-en d'ailleurs pour nous donner les coordonnées de votre site internet, puisque on peut aussi ne pas poser une question ce soir, venir vous voir après, mais vous allez être peut-être un peu débordé. Il y avait beaucoup de stress pour la préparation de cette journée-là. Vous voyez, ça se passe plutôt bien. Oui, mais le public est là, donc c'est surtout vous qui faites le site, après, le site c'est www, alors c'est un peu compliqué, c'est pas moi qui ai fait le site. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu. Voilà, c'est bien d'avoir un professeur avec nous quand même. Ah, merci. Il y en a un qui suit. Merci d'être venu. Voilà. Après, il y a le mail, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone déjà.
Et puis, la majorité des personnes vont souvent sur les réseaux sociaux et on a une page Facebook qui est très vue. Ouais. Et là, on marque toutes nos actions. Et puis, mais la meilleure façon de me contacter, c'est le mail. Hein. Là, je réponds à tous les mails. Voilà. Est-il encore Voilà. Il y a des flyers sur la table à l'entrée. quelques petites questions? Moi, je suis content, on est en 58 minutes. Là. Bon, on est con. On est bon, hein. Enfin, vous êtes bon, quoi. Hein? Mais, oui, madame. Bonjour. Il a été diagnostiqué SED il y a quelques années par M. Rousseau. Je voulais juste savoir, elle a de l'endométriose maintenant. Donc, je voulais savoir si ça pouvait être lié. Ça, je ne saurais pas vous répondre. C'est une association qui est fréquente. Mais l'endométriose est aussi fréquente en population générale. Mais voilà, c'est une association de malfaiteurs, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un lien direct? Non. Ce que l'on sait vraisemblablement, puisqu'on va faire un lien avec les hormones, c'est qu'il y a une influence de la vie hormonale sur notre tissu de soutien. En fait, pour essayer de faire un petit peu une synthèse, ça va au-delà du collagène. Il y a des anomalies du collagène dans les syndromes d'Ehlers dans l'os, mais si on va au-delà, on va vers ce qu'on appelle les troubles du spectre de l'hypermobilité. Il faut raisonner à l'échelle de nos tissus de soutien avec bien sûr des cellules. Et notre tissu de soutien, c'est ce qu'on appelle le fascia. Le fascia, c'est plus de 40% du poids de notre corps. C'est juste énorme. On a partout. Hein. Le fascia, il y a la peau, il y a vous connaissez le péricarde, le péritoine, vous connaissez les ligaments. Vous allez chez votre boucher, vous regardez les petits morceaux qu'il y a de blanc autour des morceaux de viande, c'est du fascia. Le fascia, c'est comme dans une orange ou dans une mandarine, c'est les petits pots qu'il y a autour. C'est un tissu qui est essentiel. Et en fait, tout se passe dans les fascias, et je rebondis sur ce qu'a dit Elodie tout à l'heure. Dans ces fascias, il y a plein de récepteurs d'information. Ce qu'on appelle la somesthésie au sens large. Pour être présent ce soir, j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin d'avoir plein d'informations. Je sais que quand je fais ça, je ne vais pas donner un coup, même si j'en ai très envie, à ma collègue de gauche, parce que je sais où je suis grâce à plein de capteurs que j'ai dans tous mes muscles et dans mes articulations. Et en fait, on se retrouve dans l'intégration d'une information qui peut être manquante au niveau de notre cerveau, et on se retrouve dans la difficulté. On est dans le fascia. Et on sait que tout ce qu'il y a de mauvais dans la vie de tous les jours, tout ce qui est le stress au sens large, hein, l'inflammation chronique, si je ne bouge plus, si je mange mal, je mange plein de choses qui vont m'entraîner une hyperinsulinémie, plein de sucres qui sont nocifs, tout ça, ça va transformer mes cellules. Mes cellules, elles vont pouvoir être transformées, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est une génétique qui est liée à notre mode de vie, à notre environnement. Et ça peut faire que j'étais hypermobile, ça pouvait être juste complètement neutre, ou je pouvais en utiliser, j'ai des grands doigts, je vais faire du piano, je vais faire du violon, je vais faire de la guitare. On a plein d'exemples comme ça de grands artistes qui ont fait ça, ou alors je vais faire certains sports. Je vais avoir disponibilité pour faire certains sports, puis un beau jour, soit je vais avoir un traumatisme, soit je vais avoir des conditions de vie qui ont créé une inflammation de bas grade, qui font que mes cellules se sont transformées. Et là, mes tissus sont raidissent. Et on sait que les cellules aussi sont sensibles à un certain nombre d'influences hormonales, et notamment aux œstrogènes. Donc je fais le lien avec l'endométriose, je fais le lien avec... Vous voyez, souvent de populations féminines qui sont embêtées par ce type de pathologie-là qu'avec d'autres. Voilà, c'est un petit peu l'évolution des choses et comment il faut concevoir, et ce qui nous permet également de prendre en charge. Et c'est pour ça que j'insiste, vraiment, parce que je sais que souvent on est à contre-courant, on a longtemps parlé de l'oxygène, des vêtements compressifs, etc. C'est une fatalité. Non, c'est pas une fatalité. On a besoin... J'ai un organisme pour qu'il reste en bonne santé, que je sois hypermobile ou pas hypermobile. Il faut que je me nourrisse bien, pas trop, le plus sainement possible. J'entretienne ce qu'on appelle le microbiote. Il faut que je bouge. Parce que si je ne bouge plus, je ne vais plus sécréter les bonnes protéines qui vont m'être utiles, notamment mes neuromédiateurs. Si en plus je pars dans la vie
avec des anomalies du développement. On a parlé tout à l'heure de TED, de choses comme ça, de troubles du spectre de l'autisme, de 10, etc. Ça va être encore plus compliqué. Donc moi j'insiste beaucoup en disant, oui vous êtes douloureux, vous êtes fatigué, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas bouger. Et ceux qui sont venus à la consultation, eh ben, on leur fait faire une évaluation du niveau de dépenses énergétiques hebdomadaires, un petit questionnaire qu'on peut faire en ligne. On s'aperçoit que bien souvent, on a une dépense énergétique qui est très basse. Et, le mouvement, c'est la vie. Si on ne bouge pas, si on ne rebouge pas, ça ne pourra pas bien aller. Pour les douleurs, pour le moral, pour tout ce que vous voulez. Donc voilà, nos fascias, ils ont besoin d'être nourris par tout ça. Dans cette vie saine-là, vous enlevez également l'alcool et les cigarettes. Je diminue de toute façon. D'accord. Il y a quelque chose que le professeur Roland Josso prescrit beaucoup, c'est la kiné-respi. J'en fais, j'ai commencé. C'est chiant, hein. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous ce que c'est. C'est chiant. Au moins, ça mérite d'être clair. Hein. C'est une très bonne nouvelle, elle s'est mise. Alors, ça n'encourage pas vraiment, hein, mais... Non, mais je pense qu'elle a fait exprès de faire cette remarque-là. Pendant longtemps, il était proposé aux patients d'utiliser de l'oxygénothérapie, sans qu'il y ait le moindre rationnel, sans qu'il y ait le moindre substratum d'explication disant que ça avait un intérêt. Des études ont été faites qui ont montré qu'il n'y avait pas, sauf exception, besoin d'oxygène. Ce n'est pas un problème d'oxygène. C'est un problème de muscle qui est bloqué, une respiration qui n'est pas fonctionnelle. Et donc, c'est plutôt une rééducation ventilatoire où c'est libérer la respiration pour qu'elle redevienne fonctionnelle et en retrouvant une respiration fonctionnelle, alors il y a plein de techniques qu'on peut faire soi-même, qu'il faut faire tous les jours, qui vont permettre d'améliorer la situation générale. C'est pas miraculeux, mais c'est un vrai boulot. C'est compliqué au début, surtout quand la respiration n'est pas fonctionnelle, parce que on a une norme. On pense que notre norme, elle est la bonne, en tout cas on la voit soi-même comme ça, et changer la norme, voilà, c'est ce que ça donc, donne. Monique, vous qualifiez autrement les choses à partir de maintenant. Elles ne sont plus chiantes. Voilà. Je vais essayer, je vais le faire, hein, mais c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. On arrive tout doucement à la fin de notre rencontre. On va peut-être prendre encore une question. Si vous, oui, mais ça c'est dans le déroulé après. Y a-t-il encore une question? Parce que, oui, monsieur. Où en sont les recherches internationales dans le domaine? Où en sont les recherches internationales dans ce domaine? Demande monsieur, pour les gens du fond, merci. C'est une question très simple, hein. Parce qu'il y a plein de domaines. Alors, vous avez, Elodie vous a parlé des recherches qui sont sur tout ce qui est traitement orthétique. Là, on peut vous en parler parce qu'on vient de terminer une étude. Il y a certains des patients qui sont dans la salle qui ont participé. Donc, les résultats seront bientôt disponibles. On est en train d'en faire l'analyse. Ils vont montrer, en tout cas, qui montrent des résultats extrêmement encourageants et qui, normalement, nous aideront sans doute à pérenniser le remboursement des vêtements compressifs, ce qui n'était pas... Le rationnel était très maigre au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a plein d'autres recherches dans des tas de domaines différents. Vous avez de la recherche fondamentale, là, qui se font dans les laboratoires. Vous avez beaucoup de recherches au cours des dernières années qui se sont centrées sur tout ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Donc les liens avec certains troubles du spectre autistique, les troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc il y a pas mal de recherches, puis la recherche clinique toute bête, et puis la recherche comme on peut faire dans notre centre. On a un projet là qui se termine, qui a été financé par la Fondation Maladies Rares, enfin, qui a obtenu un prix de la Fondation Maladies Rares, qui nous a permis de le mener, qu'on a fait en lien avec le laboratoire de psychopathologie de l'Université de Paris, où on étudie le retentissement dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle les patterns d'activité. Finalement, est-ce que le fait d'avoir un syndrome d'hypermobilité va nous empêcher de faire dans la vie et comment il va y avoir de retentissement. Donc, voilà, pour avoir un bref résumé dans ce que moi je vis et je suis,
Et on a énormément de développements qui sont en cours, qui n'a rien de spécifique au syndrome d'Ehlers-Danlos, mais qui a un poids dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle la dysautonomie, donc la dysfonction de notre système nerveux autonome. C'est vraiment vraisemblablement un bras de levier important pour aider les gens à aller mieux. Donc voilà, peut-être que je peux rajouter d'autres choses. Bien. Moi, je voulais juste rajouter une Petit mot de la fin. Oui, une petite information. On a décidé, on va dire tous les quatre, parce qu'il y a mon collègue aussi dans la salle, Jérôme, Voilà. de mener une action cette année, une action ludique, positive, sportive, avec l'association. Et donc d'un commun accord, je vais faire un triathlon extrême au mois de septembre. Monique et Alice seront bien évidemment... Triathlon extrême. Alors, on va faire un arrêt sur image. Triathlon 3. Course à pied. Combien de kilomètres? Natation, Pardon. vélo et course à pied. Natation. Combien? Le plus possible. Hein. C'est 4 heures de natation en mer. D'accord, 4 heures. Ensuite, 12 heures de vélo et 9 heures combien de course à pied. 12 heures de vélo. 12 heures de vélo. Ouais. Et... J'adore le vélo. Oui, ben, je veux bien croire, mais enfin, 12 heures. Principalement la nuit, de ce fait, principalement la nuit. Ouais, d'accord. Et après, Et après, vous enchaînez quoi? course à pied. Ouais, pour être cool. 8 heures. 8 heures, juste, pas 12 heures, 8 heures. D'accord. 24 heures. Ça mérite vos applaudissements. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Alors, déjà, j'aime vraiment le sport parce que je suis du Ah, ben, je triathlon, pense, parce que là, c'est mon sport favori, le triathlon. Mais surtout, j'ai envie de mener cette action-là et ce partage-là avec les filles, parce que je suis persuadée, intimement persuadée, que le sport, c'est un élément moteur de partage, de reprise d'activité, et surtout de prouver que malgré une situation de handicap, à chacun son niveau, nous sommes tous capables de faire quelque chose qu'on a l'ambition de faire, marcher, courir, peu importe. Mais en tout cas, la réadaptation, oui, je pense que c'est le bon terme, la réadaptation par le mouvement, pour moi, est essentielle dans la prise en charge des syndromes d'Ehlers-Danlos. Je pense que j'ai fait un petit... Et donc, j'aurai besoin de beaucoup de soutien. Donc, bientôt, on va communiquer avec Monique sur ce triathlon extrême. Moi, je vous soutiens moralement déjà. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous suivre sur le terrain. En tout cas, j'espère que vous serez présente. Oui. Et je vais mettre une cagnotte en ligne. Parce que ne pas oublier une chose, c'est qu'une association a besoin d'argent pour vivre. Pour mener des actions sur le terrain, elle a besoin d'argent. Sans argent, il n'y a rien qui peut se faire. Donc, il n'y a pas de tout petit don. Le principal, c'est de donner et d'être investi aussi dans votre association. Donc cette cagnotte-là, qui sera en ligne, on la retrouvera sur le site Vivre avec le CED. Et c'est prévu pour quand? Donc le triathlon a lieu le week-end du 17 septembre. Je ne suis pas libre. Voilà. Ça tombe mal. Dommage. 17 septembre. Il y a une ambiance de fou. En fait. Je veux bien le croire. Moralement, je vous assure qu'on sera avec vous. Enfin, ce qui me concerne, je serai avec vous. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport au sport. Alors, Hello, c'est une warrior. Elle est dingo. Voilà, elle fait plein de trucs. Ça fait plusieurs. Elle a fait plein de compétitions. Je veux juste dire aux gens qui sont là, qui ont le syndrome, ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Parce que souvent, on a tellement mis du temps à être reconnu malade, à ce que les gens reconnaissent qu'on est souffrant, que si jamais on fait du vélo, si jamais on fait une marche, si jamais on fait un jogging, on a peur. Moi aussi j'ai peur qu'on me dise « Ah ben tu vois bien que tu n'es pas malade, puisque tu peux faire ça. » Donc, c'est paradoxal. On est d'accord, et je suis d'accord avec Roland, je suis d'accord avec Hello, qu'en effet, le mouvement, il faut faire... Moi j'essaye, maintenant je suis au centre-ville de Metz depuis 1 an et demi, et Alice, je suis à pied, je suis à un quart d'heure.
régulièrement, je vais à pied chez elle, parce que j'essaye de... Si je dois lui porter des repas, parce que pour le moment, comme vous la voyez là, elle est incapable de se faire à manger. Donc moi, je cuisine chez moi et je lui amène. Donc là, je prends en voiture. Mais sinon, j'essaye d'y aller à pied. Mais je sais qu'on me regarde et que souvent, les gens disent, ah bah si tu fais mes 10 000 pas par jour, tu peux... tu peux... Voilà, donc je veux dire, je pense à vous, à tous, de dire, essayez et dites-vous que, ben tant pis, il faut claquer le beignet aux gens qui vous disent, pour faire une réflexion. Ben c'est tout, il faut leur dire, ben écoutez, prends ma maladie, puis c'est tout, et puis voilà, mais on va pas... voilà. Ce que je retiens, Monique, c'est n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, mais voilà. ne culpabilisez pas. Voilà. Mais on a toujours peur de se retrouver devant la commission renouvelant son dossier MDPH et qu'on dise, eh ben, je suis allé à pied ici ou là, et ben, si vous marchez, ben, vous avez besoin d'une carte, hein, allez hop, hein, et terminé. Et ça, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Donc ça, il y a tout un boulot à faire. C'est un combat au quotidien. Je voulais remercier très sincèrement nos invités, le professeur Roland Josso et puis Élodie Flamin, sur vos applaudissements. Merci à vous, très sincèrement, pour vos commentaires éclairés. Merci. Et puis, comme c'est un anniversaire, 15 ans, c'est un bel anniversaire, on va fêter ça de façon festive et on va appeler avec nous Jérôme Gagnou. Alors Jérôme, c'est un mec sympa. Je veux dire, sincèrement, je ne le connais pas, mais c'est un mec sympa. Parce qu'il est venu, il avait un chèque dans la main, que vous pouvez montrer là. Et lui aussi vient du Nord. Il travaille régulièrement avec Élodie, et ils ont offert ce chèque-là. Je vous laisse faire le commentaire qui va bien. Donc, on souhaitait chez Novatex Médical récompenser et puis remercier ces deux guerrières que sont Alice et Monique pour tout ce qu'elles font pour faire reconnaître le CED. Donc c'est vraiment la moindre des choses pour nous. Elles font un boulot de fou pour faire avancer les dossiers, pour accompagner les patients, les aider à traverser cette dure étape qu'est le diagnostic et puis toutes les étapes de cette pathologie. Donc un grand merci à Alice et à Monique. Merci à vous. On va donner le micro à la présidente et à la vice-présidente. Et mesdames, non sans vous rappeler que juste après, il y aura mes amis du groupe Los Hermanos Locos, mené de main de maître par mon grand pote Julien Petit, un mec que j'adore, qui est bourré de talent et qui font partie des artistes locaux connus et reconnus que l'on aime. Voilà, merci à eux d'être là aussi pour cette soirée. Je ne vais pas oublier non plus celui qui est aux manettes, David, parce que sans lui, il n'y a pas de régie, il n'y a pas de micro. Merci David. Et puis je vous laisse, Monique, le mot de la fin. Je vais juste vous dire que j'ai passé un excellent moment parce que j'ai appris beaucoup de choses et que mais nous, ça a été une belle rencontre, vous êtes de belles personnes. Vous êtes de très belles personnes et je ne suis pas le seul à le penser. Et je dis ça avec beaucoup d'émotion. Je vous remercie beaucoup. Moi, je remercie Roland d'avoir accepté de venir, Élodie, parce que bon, maintenant on se connaît bien, Jérôme. Et puis je vous remercie tous d'être là. Il y a de nombreux patients, il y a des amis, il y a des gens qui ont découvert la manifestation sur les réseaux ou sur la presse. On a beaucoup communiqué. Moi, je vous remercie beaucoup parce qu'on a besoin de vous. Et même si vous n'êtes pas touché par le syndrome, prenez des petites plaquettes, allez voir votre médecin traitant et prenez celle des symptômes. Elle est générale, il y a beaucoup de choses dessus. Donnez-la. Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Voilà, c'est tout. Vous pouvez nous aider. Parce que nous, on le voit quand on fait des congrès de médecine, on a des médecins généralistes qui viennent. Je voudrais remercier, il est toujours... Où est le docteur Simon? Damien Simon, il est où? Il était là tout à l'heure. Il est là-bas. Ah, il est là-bas, voilà. Alors, un médecin des Ardennes qui est venu, donc quand même, voilà. Donc on le remercie parce qu'il s'intéresse au CED, je voulais le remercier. Et voilà, et moi je vous remercie tous parce que du coup, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir peut-être avancer. Quand on voit dans les congrès de médecine, on a des médecins généralistes qui viennent nous voir et disent « J'en ai jamais entendu parler ». On leur donne une plaquette, ils regardent, ils disent « Oh, comme j'ai déjà pensé à 2 patients de ma patientèle ». Donc ça veut dire qu'ils en ont, mais ils ne savent pas les reconnaître. Et souvent, ils sont identifiés fibromyalgie ou dépressifs ou tout ce qu'on veut.
Donc vous pouvez tous nous aider par un petit geste. Voilà. Et puis naturellement, il y a une urne, si vous voulez nous mettre une pièce dedans, vous avez le droit, voilà. Les billets, ça fait moins de bruit. Et voilà, pardon. Et il y a un livre d'or, vous mettez un petit mot si vous voulez. Si on vous a énervé, vous pouvez le mettre aussi, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Bon. Voilà Monique. Merci.